Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans la tête d'un champion d'échecs. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu la rétrospective de la 9e partie du tournoi de maître international à Médéine. Alors qu'est-ce que c'est un tournoi de maître? Là on peut voir déjà que je joue les premiers coups et je vais essayer de vous montrer ce qu'il y avait dans ma tête. Donc là je ne vais pas parler un peu de l'ouverture pour le moment, je vais essayer de vous rappeler le contexte. En fait c'est un tournoi où j'étais invité. C'est un tournoi international et vu que j'étais français, bah forcément ça leur a intéressé parce que aux échecs, en fait, pour devenir maître international ou même grand maître international, il faut faire des normes. Et ce tournoi était éligible aux normes internationales. Si on faisait un certain nombre de points, on pouvait avoir une norme internationale, ce qui n'a pas été le cas pour moi. J'ai fait quand même un tournoi assez difficile. Avant ce tournoi-là, j'avais fait un tournoi il y a 2 semaines d'ailleurs qui est sur ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir les vidéos. Il y a le lien qui s'affiche. Et, euh, donc c'était 3 semaines avant cet événement. Et sinon, j'avais pas joué depuis 4 ans de partie officielle. Donc forcément, c'est difficile de reprendre son niveau quand on joue pas autant de temps. Donc là, on me voit débuter l'ouverture. C'était une ouverture que j'avais préparée. On va faire défiler les coups. Il a été joué donc D4, cavalier F6, C4, G6, KSC3. Donc c'est les premiers coups qui ont été assez rapides. Ça s'appelle la défense est-indienne. Et donc il a rapidement joué E5. On va le voir jouer E5, D5. Donc là il est en train de réfléchir, moi aussi, mais en fait j'étais assez bien préparé puisque je savais qu'il jouait l'Est indienne et j'avais préparé, on va dire 2 parties avant, j'avais préparé ça avec les blancs. Finalement j'ai joué autre chose, mais du coup j'ai retrouvé ma préparation, on va dire. Donc j'étais plutôt content en fait d'être dans ma préparation. Alors qu'est-ce que c'est une préparation aux échecs? Aux échecs, en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui jouent sur les plateformes chess.com, Lichess. En fait, c'est les échecs, on va dire, en ligne, tout ça. Mais en physique, souvent, on a le temps de pouvoir voir les parties de l'adversaire, surtout à haut niveau. Toutes les parties, normalement, à haut niveau, enfin pas toutes, mais une majorité des parties sont stockées dans des bases. Donc on peut avoir accès à les parties des adversaires et donc les analyser avant. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Je savais qu'il allait jouer l'ouverture est-indienne, donc je m'étais préparé un peu avant et j'avais révisé mes lignes théoriques. Donc pour le coup, là on est sur une est-indienne, j'avais les blancs et j'étais plutôt content parce que c'est quelque chose que j'avais révisé. Euh, donc là je suis en train de réfléchir, on me voit concentré. Je pense que c'est à mon adversaire de jouer. Si on regarde bien, ouais, c'est encore à lui de jouer. En fait, il a pris beaucoup plus de temps que moi dans l'ouverture, donc j'ai pris déjà un ascendant. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Si on a déjà une bonne préparation, on peut prendre l'ascendant. Donc pour revenir au contexte, c'était un tournoi de maître international. Il y avait 11 joueurs, donc 10 parties. À la base, moi j'étais la tête de série numéro 8. J'ai fini 7e du tournoi. Et là, on est à la 9e partie. Donc je faisais tout pour gagner, pour essayer de revenir dans le tournoi. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie. Donc là il est en train de réfléchir. Je vais essayer de faire défiler les coups pour qu'on puisse arriver à la partie clé. Alors peut-être qu'aux échecs, tous ceux qui me regardent, il y a un petit peu tous les niveaux j'imagine. On va essayer de regarder un petit peu. Je pense que vous avez tous vos problèmes à n'importe quel niveau. Peut-être avoir du mal à choisir entre 2 variantes ou finalement quelle pièce échanger, à quel moment, quel plan avoir. Alors évidemment, c'est pas dans cette vidéo qu'on va pouvoir avoir toutes les réponses à ces questions-là, mais je vais essayer de vous dire qu'est-ce que je pensais et pourquoi j'ai choisi telle variante, pourquoi j'ai joué telle variante à tel moment. Donc on va regarder ça. Là, on me voit concentré, on me voit dans l'ouverture. Encore une fois, je pense que jusque-là, j'étais encore préparé et c'est pour ça que je joue aussi vite. Donc on va avancer un petit peu. Petit roc, KSGE2, je pense que ça a été joué. C6, prise, cavalier A6,
Il me semble qu'on doit être à A3. J'arrive pas à voir l'échiquier, mais je pense qu'on en est là. Et donc là, il va pas tarder à jouer donc cavalier C5, fou C2. Alors on va faire un petit bémol quand même sur l'ouverture, on va regarder. Ça c'est l'ouverture est-indienne et avec les blancs, j'ai pas joué une ouverture conventionnelle. J'ai décidé de jouer avec fou D3, cavalier GE2, qui est une ouverture... je vais pas forcément connaître le nom, je ne sais pas vraiment le nom, mais c'est une façon de jouer. Et l'intérêt souvent, ça va être d'avoir le fou en D3, ça va être de pouvoir prendre en F5. Donc les noirs souvent sur est-indienne vont essayer de pousser le pion F5 et moi... L'idée en fait avec fou D3 c'est de prendre en F5, ensuite quand il va reprendre en G, je jouerai F3 pour empêcher qu'il joue E4. Donc ça on va regarder ça ensemble hein, évidemment, mais cette position de pièce en fait elle n'est pas forcément classique. Souvent les blancs vont plutôt jouer avec un cavalier en F3 et un fou en E2, c'est plutôt logique. Ou à la limite F3, fou E3 c'est aussi les ouvertures sandwich, mais fou D3 et KGE2 c'est déjà beaucoup moins joué. Donc là, on est déjà après A5. Là, on le voit, hein, il a été prise et A5. Donc là, il vient de jouer KC5 A5. Et là, c'est à moi de jouer. Je pense que j'ai joué F3 assez vite. Dame B6, fou E3. Jusque-là, je connaissais. Donc là, on est encore dans ma préparation. Même si je prends peut-être un peu de temps pour jouer. Alors, j'ai pas vraiment bluffé. Je regarde un petit peu mes variantes pour être sûr. Parce que des fois, on regarde tellement de variantes à l'avance que ça peut être intéressant de ne pas jouer trop vite non plus pour ne pas montrer à l'adversaire qu'on est surpréparé. Ça peut être aussi une technique de prendre un petit peu le temps. Donc, on arrive dans cette position. Là, il y a eu donc fou D7. Donc, fou D7, on arrive dans une position, en fait, après fou D7, il y a une super référence dessus. Il y a une partie, en fait, qui a été jouée entre Tigran Petrosyan, qui a été champion du monde d'échecs, et Samuel Reshevsky qui a été champion des États-Unis. En 1964, cette partie a été jouée et on va la regarder rapidement. En fait, Petrosyan avait joué roi H1 à l'époque. Il y a eu tour FC8 et en fait il l'a gagné en 74 coups et il y avait encore les dames. Donc c'était une partie assez intéressante. Bon, ça c'est plutôt pour les passionnés d'échecs. Je vais la faire passer assez rapidement. Voilà, hop. Et donc Petrosyan avait gagné cette partie avec les blancs en sacrifiant une tour contre un fou. On va le voir. Voilà, il y a beaucoup de mouvements qui se passent. Petrosyan va petit à petit étreindre son adversaire. Il a fait une belle partie d'ailleurs. Hein. Prise. Il sacrifie la tour comme je viens de le dire contre la pièce et il va finalement jouir de la mauvaise position du roi, l'insécurité du roi pour gagner son opposant. Donc ça c'est une partie historique quand même, hein, faut le dire. Et moi je ne l'avais pas en référence. Après fou D7, j'étais un petit peu sorti des sentiers battus. En fait, je ne pensais pas que c'était un bon coup. Et j'ai joué B3 qui, je pense, est un bon coup aussi, en fait, pour éviter A4. Pour éviter le coup A4. Donc là, on peut voir les noms aussi des joueurs qui sont à côté. C'était plutôt sympa. Donc là, on a encore avant B3, hein, je pense. Là, il vient de jouer Dame B6 et je pense que je vais jouer fou E3. On est encore au 13e coup là. Hein. Là, on le voit, il vient de jouer Dame B6. Donc voilà. Là, je viens de jouer fou E3, ça a été joué et là, je pense que le coup B3 va arriver. Là, donc là, on est juste avant B3. Fou D7, juste avant B3 en effet. Donc B3 a été joué. Tour FC8. Alors j'ai mis un peu de temps à jouer B3, mais comme je vous le dis, alors B3, l'intérêt c'est d'empêcher A4. Je voulais vraiment empêcher A4. Et maintenant, si je joue A4, je peux jouer B4. Alors pourquoi A4 ça m'embête? En fait, A4 ça m'embête parce qu'ensuite, si je joue B4, il va pouvoir faire la prise en passant avec le pion. Et ça m'embête clairement. Hein. Donc j'ai joué B3 pour empêcher A4. Donc là, dans cette position, jusque-là, tout va bien pour moi. Et je tour FC8. Ce qui est plutôt normal comme coup aussi dans cette position. Et là, je fais déjà une première petite erreur en réalité. J'ai joué donc là, il sera soit. Je vais essayer de commenter un petit peu ce que je pensais dans cette position.
C'est ce que je viens de vous dire, hein, rien de spécial. Le pion B3, j'ai réfléchi un petit peu à A4, qu'est-ce qui pouvait se passer, est-ce que c'était vraiment embêtant. Je vais vous montrer quand même une variante en fait rapidement. Si je n'avais pas joué B3 par exemple, j'avais joué tour B1, il était possible de jouer donc A4, de manger en A4, fou prend A4, K prend A4, tour prend A4, suivi de B4. Donc ça c'est intéressant, j'ai essayé de regarder la ligne et on se retrouve dans une position à peu près égale je pense. À moins qu'il y ait des spécialistes de la variante qui pourraient me dire le contraire, mais je pense que ça va pour les noirs et c'est plutôt facile à jouer pour les noirs en plus. Donc je pense que B3 est un très bon coup dans cette position. Donc c'est ce que j'ai joué. Là il a joué tour FC8, on va le voir jouer sûrement tour FC8 très bientôt. Et là je fais une première erreur. Donc je vais jouer tour B1 dans cette position juste après tour FC8. Je pense que c'est une première erreur parce que je vais vous laisser aller peut-être 30 secondes pour essayer à votre avis de trouver le coup des noirs dans cette position. Je vous laisse 30 secondes, essayer de trouver qu'est-ce que les noirs auraient pu jouer dans cette position. À votre avis, si vous êtes les noirs, qu'est-ce que vous jouez? Bon, en attendant que vous réfléchissez, je vais commenter un petit peu sur la cadence. La cadence, en fait, on a du temps. Vous voyez, on joue les coups assez lentement. Alors, je vais essayer de la commenter aussi. La cadence de jeu, on a 1 heure et demie pour jouer chacun. À chaque fois qu'on joue un coup, on a 30 secondes par coup. Ça veut dire au début de la partie, on a 1 heure et demie pour jouer tous les coups qu'on veut. Et en plus de ça, on a 30 secondes à chaque fois. En plus, on rajoute à chaque fois qu'on joue un coup. Et au bout de 40 coups, on nous rajoute 30 minutes en plus. Donc au final, une partie peut durer jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie. C'est déjà arrivé. Donc là, on me voit, je joue assez vite un tour B1. Et donc, je fais une erreur parce que là, les noirs jouent un très bon coup, fou H6. Et fou H6, en réalité, je ne l'avais pas vu venir malheureusement. Peut-être par rapport au fait que j'ai pas assez pratiqué ces dernières années. C'est vrai qu'en tactique, ça a été un peu difficile pour moi. En tactique, c'est... Là d'ailleurs, il a joué fou H6, là on le voit, hein, il vient de jouer fou H6 à l'écran. Et c'est vrai que c'est très embêtant. Pourquoi en fait la tactique, c'est vraiment la tactique, c'est passer une position A à une position B, c'est du calcul pur et c'est vraiment ce que j'appelle la débrouillardise. La tactique, c'est du calcul. C'est vraiment les renards de surface qui vont calculer de A à Z. Et ça, c'est embêtant parce que moi, ces dernières années, j'ai pas vraiment travaillé ça et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué dans ce tournoi. On me voit là, je suis un peu surpris. Première surprise de, de le, de la partie, on me voit et je commence à réfléchir. Et ça m'a embêté ce coup. Au final, bon, bah, j'ai pas trop de choix que de reculer, hein, parce que si je vais manger ce fou là, il y a un souci tout de suite tactique. Il va manger. Donc là, la dame fait donc échec. Donc ça s'appelle un échec à la découverte. Je viens en H1. Il mange mon cavalier. Je remange et il remange. Donc il finit avec un pion de plus, celui qu'il a mangé ici. Il a récupéré la pièce qu'il a sacrifiée et donc je pense qu'il a une très bonne position. Donc finalement, je joue sur fou H6, fou F2. Je pars en retrait et j'ai pas forcément encore une mauvaise position, j'ai plutôt une bonne position en réalité. Quel aurait été le coup correct dans cette position? Le tour B1, plutôt roi H1. Comme ça, je m'enlève de cette diagonale là et maintenant fou H6 n'est plus possible évidemment à cause de fou prend H6. Et là maintenant la découverte ne marche plus évidemment puisqu'il n'y a plus échec. Donc dans cette position, première erreur, tour B1 pour jouer B4, fou H6, fou F2, dame C7, B4, apprend B4, apprend B4, cavalier A6, fou D3. Et là, je reviens quand même dans une position plutôt agréable. Même si il a réussi à avoir le fou là, ça aurait été encore mieux avec un fou en E3 et un fou G7 évidemment. Mais j'ai plutôt une bonne position pour le moment. Donc là, on est en train de voir cette position. Ok, je pense que je vais pas tarder à jouer fou D7. Je viens de jouer B4. Ouais, je viens de jouer B4. Ok, on voit cette position là juste après B4. Donc il s'ensuit après B4 prise, apprend B4 et donc cavalier A6.
Là, dans cette position, évidemment, l'idée c'est d'empêcher que la dame vienne en C4. Et c'est pour ça que je joue fou D3. Donc là, pourquoi les blancs ont un petit plus en réalité? Parce qu'en fait, ils vont avoir plus d'espace. Dans cette position, on voit bien que notre fer de lance, le pion D5 le plus avancé, est déjà bien avancé dans le camp noir. On a déjà dépassé la ligne de démarcation qu'on peut voir ici. Et donc, forcément, on a un petit peu plus d'espace dans cette position, sachant que les noirs, leur pion le plus avancé, il est en E5. Donc là, les blancs ont plus d'espace, ils ont deux fous qui sont en train de contrôler beaucoup de cases à l'aile dame, ce qui est plutôt positif. Le cavalier est sur le bord, donc on dit souvent aux échecs cavalier au bord, cavalier mort, donc le cavalier va devoir se recycler. Donc il a des petits problèmes avec les blancs. Mais il a une position tout de même très très solide, assez symétrique en termes de pions. On voit bien B, B, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H. Donc ce qui crée quand même une position très solide pour les noirs. Donc là finalement, dans cette position, les noirs tentent finalement de jouer cavalier H5. Donc quelle est l'idée évidemment, c'est de venir en F4 et de créer, ils ont quand même la colonne C, hein, ils ont une dame et une tour sur la colonne C, donc dame et tour sur colonne ouverte, ce qui est plutôt agréable pour lui. Il va essayer de jouer sur la colonne ouverte. Moi pour le moment je contrôle toutes ces cases d'entrée, hein. Le fou contrôle la case C4, le cavalier est défendu par ce cavalier, et le pion, la case C2 est aussi défendue, la case C6, la case C5, d'autres. Toutes les cases sont contrôlées par moi-même, mais au final, je me dis qu'il peut rentrer en F4. Évidemment, j'avais prévu de jouer G3, hein, je l'ai joué, je pense, très très vite. Donc sur cavalier, cavalier H5, bah, d'ailleurs c'est à moi de jouer, il vient de jouer cavalier H5. Non, c'est à lui de jouer, donc je viens d'avoir joué G3, je pense. Et là, il joue F5. Donc là, il a réfléchi un petit peu, il joue F5. Donc comme je l'avais dit sur F5, l'idée c'est évidemment de prendre. Je ne pense pas que j'ai réfléchi trop longtemps sur ce coup, on va le voir. En effet, donc je prends F5, je prends F5. Donc ça c'est plutôt un réflexe. Alors moi qui parlais de vous montrer quel est l'intérêt de travailler les échecs. Si vous avez des soucis dans les ouvertures, c'est important de les travailler un petit peu. Comme ça, au moins, vous voyez, vous connaissez vos schémas. Moi, je connaissais mon schéma. C'est pas pour autant que j'avais déjà vu cette position. Là, j'étais perdu, hein. Je savais que j'avais jamais travaillé exactement cette position. Mais vu que je connaissais mes schémas, je les avais travaillés au préalable. Bah, finalement, je savais quel coup jouer. Alors, comment connaître ces schémas? Si vous avez des soucis aux échecs pour connaître vos schémas, soit bah, vous regardez, vous achetez des livres. Et donc là, vous avez les livres qui vont vous expliquer comment s'adapter, comment créer des schémas gagnants. Vous avez des vidéos, comme vous êtes en train de regarder, qui va pouvoir vous donner justement des bons schémas. Ou tout simplement, vous pouvez prendre un prof particulier qui peut vous expliquer tout ça. Donc là, dans cette position, après G prend F5, j'ai commencé à réfléchir. Là, j'ai commencé vraiment à réfléchir. Tout le reste des coups, j'ai joué assez vite. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai hésité à jouer Dame B3 en premier lieu, c'est ce que je voulais faire, ce qui me paraissait assez logique. Mais je me suis dit que la tour ne pourrait pas passer en C1 à cause du fou. Et au final, je me suis dit, quel intérêt de jouer la Dame en B3? Je ne trouvais pas un grand intérêt, même si évidemment, je prenais un peu plus d'espace. Je défendais mon pion D5, mais je ne trouvais pas ça incroyable. Finalement, l'ordi m'a donné une bonne idée que je n'avais pas vue. En fait, Dame B3 était un très bon coup grâce à Dame D8. Donc là, il y a des personnes qui regardent ma partie, hein, vous pouvez le voir aussi. Donc pendant une partie, on a le droit de se lever, aller voir les parties des autres pendant qu'on joue. Là, c'est un grand maître colombien qui est en train de regarder ma partie, le plus jeune grand maître de l'histoire de la Colombie, qui s'appelle Joshua, qui a gagné le tournoi de grand maître. C'est celui qui est qui est en blanc. La personne qui est à côté, qui regarde en bleu, je ne connais pas son identité. Donc, revenons à la variante. Donc là, Dame B3 aurait été un très bon coup, avec l'idée, par exemple, Dame D8, qui est le coup que donne l'ordinateur pour ouvrir la colonne C, Tour A1, Dame E8, puis Dame B1. Donc ça, c'était une super manœuvre pour mettre la pression sur le pion F5 avec le fou, sauf que je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas vu au préalable, et donc ça, à l'avenir, ça pourra peut-être me servir si je rejoue ce type de position. Finalement, je me suis dit que je allais échanger ce cavalier-là contre ce fou-là. Alors pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai voulu mettre le cavalier ici en B5
pour pouvoir échanger ce cavalier contre ce fou. Je me suis dit que si ce fou disparaissait, qu'il allait avoir des problèmes sur case blanche. Je me suis dit que le jeu était assez ouvert et donc le fait d'avoir la paire de fous dans un jeu ouvert, c'est plutôt agréable pour celui qui a la paire de fous. La paire de fous est très forte dans des jeux ouverts. Donc je me suis dit, si j'arrive à manger celui-ci, eh ben, je vais forcément être mieux. Donc j'avais un peu raison, mais pas tout à fait. Il a encore une position solide quand même après fou prend et cavalier F6. Là, on va y arriver de toute façon hein, à ça. Là, il y a beaucoup de réflexions. On me voit réfléchir, on le voit réfléchir. Je pense qu'il y a eu pas mal de réflexions dans ce type de position. Alors, on va regarder toutes les réflexions qui se sont faites. C'est très intéressant. Bon, alors, KB5, je l'ai résumé assez vite, mais j'ai quand même bien réfléchi. J'ai pris mon temps, j'ai regardé Dame B3, j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir aux échecs quand on a du temps. Il faut faire des lignes comme un arbre de variante. On appelle ça un arbre parce que quand on dessine, on a une ligne, une deuxième ligne qui part d'un endroit et donc ça fait, on pourrait dire une rivière ou un arbre avec plusieurs branches. Et donc là, en fait, il suffit de trouver des coups candidats. Les premiers, c'est donc Dame B3 dans ma tête était un de mes coups candidats et le deuxième était Cavalier B5. Donc on va peser les pour et les contre de chaque coup dans la balance. Donc évidemment, dans notre tête, quand on joue aux échecs, normalement, on devrait avoir une balance qui constamment nous dit est-ce que j'ai plus de poids dans ma balance ou j'en ai moins, ce qui va nous dire est-ce que je suis mieux ou est-ce que je suis moins bien. Alors à plus bas niveau, évidemment, ça va être des pièces par exemple. J'ai une pièce de plus, j'ai une tour de plus, donc j'ai plus de poids dans ma balance. À plus haut niveau, évidemment, ça va plus être des pièces, mais plutôt des cases, des pièces plus actives. Voilà, des échanges, etc. Donc là, on voit que en jouant cavalier B5, l'idée de ma balance, ça va être de déstabiliser un petit peu son jeu pour échanger donc un cavalier contre un fou. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis allé mettre le cavalier en B5. Donc là, je pense que ça a été joué, cavalier B5. Ouais, en effet, il vient de prendre et je viens de reprendre. Donc là, je suis plutôt content. Et je pense qu'il ne va pas tarder à jouer cavalier F6. Il a dû prendre peut-être 5 minutes à jouer cavalier F6. De toute façon, la vidéo est quand même un petit peu accélérée. On ne la voit pas en temps réel. Évidemment, ça prendrait trop de temps puisque la partie a duré pratiquement 4 heures. Donc là, il y a eu cavalier F6. Et c'est là que j'ai réfléchi énormément en fait. Là, j'avais deux coups candidats alors j'avais surtout un seul coup candidat au début que j'ai beaucoup calculé. Et je pense que j'ai été un petit peu mauvais dans cette position parce que je ne suis pas allé au bout de mes calculs. Et surtout ce que je vous ai dit, je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne en calcul. Donc c'est important de savoir ses faiblesses. Hein. C'est clair, si vous le savez, c'est mieux. Vous savez quoi bosser. Si vous ne le savez pas, évidemment, faites appel à un professeur ou un ami ou essayez d'étudier votre jeu, essayez de faire une auto-analyse de votre jeu pour voir ce qui ne va pas. Moi, je sais clairement que c'est les exercices tactiques, il faut que j'en fasse. Donc là, j'ai calculé, on va regarder ensemble, j'ai calculé fou D3. J'ai calculé fou D3 et on va regarder un petit peu toutes les variantes. Alors, je ne vais pas forcément tout me rappeler, mais moi, ce qui m'intéressait sur fou D3, c'était évidemment de manger en F5. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai supprimé le fou, c'était pour prendre comme cible le coup, la case F5. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, évidemment, parce que je n'ai pas l'ordi sous les yeux, mais je vais vous montrer un petit peu mes calculs. Alors, dans cette position, évidemment, je pense que le coup principal était E4. Pourquoi? Parce que s'il mange ici, évidemment, je pense qu'il suffit de manger ici. Madame attaque le cavalier et le fou, et là, il va avoir un problème. Donc là, je pensais qu'il allait jouer E4. Donc ça, c'est du calcul. Évidemment, je n'ai pas joué ce coup-là, mais j'ai essayé de le calculer de tête. Là, on me voit d'ailleurs réfléchir, je suis en train de le calculer, j'ai les mains sur la tête parce que je suis très concentré pour calculer ma variante. Donc, visualiser l'échiquier. Fou D3, E4. Donc là, l'idée, j'avais pensé à la prise. Prise. Et là, en fait, si je bouge mon fou, par exemple, si je le rebouge par exemple en B5, j'ai un souci à cause de E3. Et mon fou, il va devoir revenir en E1. Et au final, c'est pas tellement un souci parce que le fou a une case de sortie. Bon, déjà, problème de calcul. Dans ma tête, je pensais que le fou, il n'avait plus aucune case. Donc déjà, là, il y a un souci pour moi. Ça veut dire que je n'avais même pas calculé qu'il y avait une case de retrait. Donc là, ça ne va pas pour moi. Déjà, première erreur dans mon calcul.
Donc là, dans cette position, E4 n'était pas si grave que ça. Moi, je calculais souvent d'aller donner ce fou-là, en fait, pour pouvoir finalement, par exemple, prise, tour prend, et là, dans cette position, peut-être un coup comme fou D4. Fou D4, un fou qui est actif, finalement, peut-être essayer d'attaquer. Mais je pense que je suis un peu à côté de la plaque hein, dans ce calcul parce que je n'y suis pas. Hein. Je n'y étais ni dans la partie, ni dans l'analyse, on le voit finalement. Ça ne me permet pas de vraiment avoir une super analyse. Donc c'est pour ça aussi que je ne me suis pas risqué à fou D3, mais je pense que ça reste le meilleur coup, fou D3. Alors on peut regarder quand même quelques variantes, on va essayer E4, prise, prise. On va essayer de remettre donc ce fou en B5 sans le donner, puisqu'on n'est pas obligé de le donner. Cavalier G4 a l'air intéressant quand même dans cette position aussi. Alors encore une fois, je dis peut-être des bêtises, mais cavalier G4, l'idée ça va être de manger le fou de case noire et d'avoir un fou qui est très fort ici. Mais peut-être qu'il peut avoir des soucis après cavalier D4. Pourquoi? Parce que là maintenant ma dame attaque le cavalier et en même temps j'ai une belle case qui va arriver en E6. Donc là, on est dans des complications tactiques, ce qui différencie vraiment le niveau de certains joueurs. Ça peut être le niveau tactique, clairement. Hein. La tactique, c'est très important aux échecs. Donc là, si je prends de la tour, je pense qu'il y a fou là. Si je dis pas de bêtises, ouais, et il y a un souci pour moi. Si je prends du roi, je pense que ça peut être aussi compliqué. Mais c'est déjà un peu moins compliqué parce que le roi a une case en G2 et il va pouvoir s'éclipser. Toutes mes pièces sont défendues. La dame va pouvoir peut-être aller en G4. Il y a un cavalier aussi ce qui va arriver. Donc fou D3 était intéressant. Alors je n'ai pas la variante exacte sur fou D3. Je n'ai pas la variante exacte. Donc n'hésitez pas, pour les plus bons joueurs, à le mettre sur le module. Pour les moins bons joueurs, eh ben, on est dans de la complication. N'hésitez pas à la mettre sur un échiquier. En tout cas, là, on est vraiment dans une position passionnante après fou D3. Il peut se passer plein de choses, je pense. Mais E4 a l'air quand même forcé. Après, il y a pas mal de possibilités pour les blancs quand même. J'avais même pensé à prise, fou là. Je pense que c'est pas du tout correct. Hein. Parce qu'il y a pion prend, et là du coup, il continue d'attaquer une pièce. Ça veut dire que si on mange ici, il va manger ici, il continue d'attaquer la dame, ce qui m'empêche de manger le fou ici. Et en mangeant ici, ça c'est du calcul aussi que j'avais un petit peu calculé. Fou G7, dame là, mais pour mener peut-être une attaque sur le roi pendant que le cavalier et les tours sont un peu hors jeu. Mais je pense pas que ça suffisait en termes d'attaque. J'y ai calculé jusque là et ça je l'ai calculé, ouais. Mais je me suis dit que ça devait aller pour les noirs après un truc comme tour F8. Alors apparemment il y a tour prend D6 que j'avais pas vu qui est très intéressant. Parce que s'il prend, je mange et je fais échec et mat. Et en même temps je menace tour D7. Bon, du coup tour F8 n'a pas l'air d'être le meilleur coup. Mais, ah oui, j'avais vu un truc avec roi H8 tout simplement aussi. Même si c'est tentant de jouer un truc comme tour F8, évidemment il mange et il n'y a pas du tout de mat puisque la dame défend le fou. Donc il aurait fallu jouer un truc comme ça, avec une menace en F7, et c'est vrai que c'est quand même très dangereux. Donc c'est vrai que ça aurait pu être possible tout ça, je ne sais pas à quel point, mais j'ai pas voulu prendre le risque. C'est aussi par rapport à ma faiblesse en tactique. Donc là, on a perdu le visuel, car la personne qui filmait a arrêté de filmer justement après mon dernier coup qui est la tour en B3. Donc j'ai joué tour B3 qui me paraissait quand même top parce que je me suis dit que j'allais continuer à menacer fou D3 et cette fois-ci la tour allait empêcher les E4 et E3. Dans ma tête j'avais vu des fantômes hein, en réalité parce que quand je dis des fantômes ça veut dire que je pensais vraiment que mon fou était enfermé alors qu'il avait la case E1. Donc déjà ça je pense que c'est une erreur de ma part, c'est sûr que j'aurais pu avoir des chances de gain avec fou D3 ce que je n'ai pas fait. Bon tour B3 en plus j'ai pris pratiquement une demi-heure pour jouer tour B3, donc là c'est vraiment une erreur. Aux échecs aussi c'est important, en fait si on prend plus de 20 minutes pour jouer un coup, c'est qu'il y a un souci. On ne doit pas prendre autant de temps pour jouer un coup, il faut jouer à un moment, ça veut dire qu'il y a un souci dans notre jeu, soit qu'on est perdant, soit qu'on prend trop de temps. En réalité il ne faut pas prendre je pense plus de 10 minutes à part les parties des positions très très compliquées. Là pour le coup c'était assez complexe mais j'aurais pu essayer de me dépeutrer après fou D3. Hein. Donc ok, on va avancer un petit peu plus vite. Tour B3, dame F7. Là j'ai joué fou D3 un petit peu tard finalement.
Cavalier prend D5, fou prend F5, dame prend F5, dame prend D5. Et là, je pensais avoir l'avantage du fait qu'il a un pion qui est assez faible ici, un cavalier qui est excentré. Au final, une tour et une colonne ouverte sur un pion donc faible. Une tour qui est plutôt pas trop mal placée, un cavalier qui va rapidement aller en E4, et bizarrement, le module et puis même mon adversaire ont réussi à défendre assez facilement, ce qui m'a assez stupéfait, hein. Donc on va regarder ça ensemble. Dame F7, donc là j'ai calculé un petit peu rapidement, dame prend D6, dame prend B3, dame prend H6, mais après dame F7, j'ai pas vu d'avantage, hein. Donc j'ai préféré ne pas donner ma tour et jouer tour D1 pour continuer à essayer d'avoir un petit avantage. Mais après dame prend D5, tour prend D5, tour C2, il active sa tour et en fait c'est très difficile d'avoir un avantage pour moi. Cavalier C3, je pensais encore avoir l'avantage. Fou F8, bien joué de sa part. Cavalier E4 pour essayer de mettre la pression sur D6. Et finalement, là, il joue le très bon coup cavalier C7 qui va recycler son cavalier. Et finalement, il ne va pas avoir de soucis parce qu'il va réussir à maintenir sa structure au centre. Et il va finalement même essayer de l'avancer. Et c'est ce qui va lui donner limite un petit avantage. Donc tour A5, tour A6, très bien joué de sa part pour éviter de me faire ouvrir la colonne en prenant. S'il prenait, ça m'ouvrait la colonne et ça va aller taper sur B7. Tour prend A6, B prend A6. Tour D3 avec l'attaque sur D6. Je pensais qu'il allait jouer K et B5, qui était un petit peu meilleur selon moi. Il a préféré revenir en C6. Cavalier F6 échec, roi F7. Je suis allé manger en H7. Je savais que j'allais me faire enfermer le cavalier, mais au moins j'allais manger ce petit pion en H, ce qui permettrait d'avoir une majorité de ce côté-là. Et je pense que j'ai bien fait. Fou E7, H4, roi G6, K et G5, fou prend, H prend, roi prend. Et là, je me retrouve finalement un coup avant le 40e dans une position. Donc pourquoi le 40e? On a dit au 40e, au final, au 40e coup, on nous rajoute du temps. On nous rajoute 30 minutes. Donc là, j'avais pratiquement plus de temps. Il fallait que je joue un coup avant qu'on me rajoute mon temps. Et donc, j'ai joué un peu vite et j'ai joué F4. Évidemment, si je bougeais un coup de roi comme roi G2, j'aurais fait match nul beaucoup plus facilement. Mais après F4, finalement, je me rends compte que ça allait être difficile pour moi dans cette position et que j'allais avoir des difficultés à faire match nul. On va regarder ça ensemble, comment ça s'est passé. E prend, G prend. Et là, finalement, évidemment, moi, je pensais qu'il allait prendre au tout début dans la variante, que j'allais pouvoir jouer fou là, qu'il allait pouvoir bouger le roi, que j'allais pouvoir manger ici, qu'il allait manger ici, que j'allais remanger ici. Et là, on est dans une position totalement égale. On va faire nul, pion et pion, cavalier. Ça va faire match nul, hein. Donc, finalement, il n'a pas pris en F4. Et il va jouer un petit peu avec moi. Roi F5, roi G2. Donc là, c'est un peu tard pour ramener mon roi au centre, mais bon, il vaut mieux tard que jamais, évidemment, hein. En finale, le roi doit finalement arriver vers le centre, c'est important, hein, il doit être actif. Cavalier B5, parce que sur cavalier E6, il y avait tout simplement roi F3, et c'était après la prise, je pensais mettre la tour ici, et je devrais normalement ne pas trop avoir de soucis avec des idées comme tour A5. Je devrais facilement contenir le pion D6 dans cette configuration. Il a joué K et B5 qui n'est pas bête puisque son idée maintenant ça va être de jouer tour C4 tout en défendant le pion D6 avec le cavalier. Et là ça commence à être difficile pour moi. J'ai joué roi F3, tour C4 et là c'était le dernier choix à prendre dans cette position et j'ai fait un choix crucial mais important. J'ai préféré donner ce pion là plutôt que ce pion là. Alors pourquoi ? En fait, je me suis dit que si j'allais donner ce pion en F4, j'allais défendre de façon passive. En fait, je me suis dit j'allais aucune chance de gagner ou même de contre-attaquer, sachant que si je garde celui-ci, l'avantage c'est que celui-ci, il peut peut-être un jour aller à dame. Alors que celui-ci, ça va être compliqué, il est très bien bloqué par le cavalier et puis derrière le pion en palissade. Donc là, on se dit, je préfère donner ce pion-là et faire une défense active que j'ai calculée. Parce que si je défends contre le pion D, je me suis dit qu'il suffisait qu'il échange les tours après avoir mangé celui-ci. Et donc, il allait gagner la finale ensuite. Bon, vous pouvez la regarder. En fait, s'il garde ces deux pions, son cavalier et moi, mon pion et mon fou, ça va être très difficile à défendre, voire impossible. Donc je me suis dit je vais garder mon pion F4. Alors comment je l'ai gardé mon pion F4? Au lieu de jouer fou E1 et défendre le pion B4, j'ai préféré jouer tour D5 échec, roi E6, tour H5, donc activer ma tour. Et l'avantage aussi c'est que maintenant que le pion va être poussé, celui-ci va aussi s'activer. Donc dame prend, F5, donc là on s'approche vers la dame, c'est l'intérêt, on va essayer de faire une contre-attaque. Roi D5, donc là bien joué le roi au centre, hein. En plus, mon roi, lui, ne peut pas aller là-bas.
Donc fou E1, donc l'idée c'est d'attaquer cette tour pour pouvoir peut-être un jour réussir à passer le roi. Quai D4 à chèque, finalement il me laisse le passer le roi, donc je suis plutôt content. Roi G4, tour C4, fou F2, on va avancer un petit peu vite là. Roi G5, cavalier E5, tour H7, et maintenant mon idée ça va être de passer la tour de ce côté-là, et en même temps tour H7 ça empêche les échecs. Donc j'étais plutôt content dans cette position, je me suis dit si j'arrive à mettre la tour là, le roi ici, j'ai une position qui s'apparente vachement à une position de nul. Hein. J'ai de grandes chances de faire match nul. Hein. Donc évidemment, lui, il n'ira jamais à se transformer à dame parce qu'au pire, le cavalier se sacrifiera contre le pion. Et ensuite, même si j'arrive à garder la tour et le fou contre la tour, ça fait match nul. Pour que vous le sachiez. Donc j'ai aucune chance de gain, mais on va se battre pour le match nul. Donc tour G4, roi F6, A5, tour A7, cavalier C6, tour A8, et on va aller jusqu'à la réalisation. A4, fou E1, roi C5, fou F2, roi D5, fou E1, tour C4, fou G3, et là il craque en fait à la fin. Bon, en même temps ça faisait pratiquement 4 heures qu'on jouait, et puis 9e partie ça commence à faire beaucoup. Tour C3, fou prend D6, je sacrifie mon fou pour manger les deux pions. Et ensuite dans cette position, même s'il arrive à manger mon pion, ce qui va être difficile déjà pour lui, tour cavalier contre tour, ça fait match nul. Donc là, on a fait match nul au 60e coup. Donc c'était une partie assez sportive. Au final, je n'ai pas vu à quel moment ça s'est retourné la position. Et d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que je me suis fait retourner assez péniblement dans cette position. Mais on a vu à quel moment j'aurais pu prendre l'ascendant. Alors j'avais des coups comme à la place de K B5, peut-être Dame B3 qui était pas mal, on l'a vu. K B5 n'est pas mauvais, mais il aurait fallu plutôt jouer fou D3 au lieu de tour B3. Et puis ensuite, après tour B3, en fait, ça devient difficile de prendre l'avantage en réalité. Faire match nul, c'est pas trop compliqué, mais prendre l'avantage, c'est quand même difficile. Alors là, dans cette position, au lieu de cavalier E4, il y avait aussi le coup tour B5 qui aurait été pas mal dans cette position que j'ai pas pensé, mais qui était vachement intéressant. Pour attaquer B7, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai jamais eu un gros avantage dans cette partie. Donc assez impressionné par mon adversaire qui s'est bien défendu. Et donc voilà. Alors là, vous avez pu voir un petit peu l'analyse de comment j'ai pensé dans cette partie. Vous voyez, il y a des variantes, il y a du calcul. Si je dois vous donner des conseils, si vous n'avez pas les moyens pour prendre des cours d'échecs avec un professeur ou tout simplement le temps pour étudier des livres d'échecs, ce que je vous conseille, c'est faire des exercices tactiques. D'essayer de faire des exercices tactiques pour augmenter votre puissance de calcul. Vous voyez, le calcul est très important aux échecs. En fait, si vous calculez bien, vous pouvez devenir très fort sans même connaître les ouvertures ou même les finales ou la stratégie. La tactique, c'est un outil qui est très puissant. Le calcul est un outil très puissant. Évidemment, la stratégie nous permet de gagner du temps dans notre calcul. Ça nous évite de jouer des coups un peu débiles stratégiquement. Et donc, on n'a même pas besoin de calculer parce qu'on sait que c'est mauvais de façon stratégique. Donc voilà, c'est un petit peu tout le débrief que j'ai fait. Je vous appelle, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous. Et si vous êtes intéressé pour prendre des cours, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je pense que j'ai mis le lien, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo vers mon site internet. Donc n'hésitez pas à cliquer pour consulter un petit peu mes offres. Là, pour le moment, cette chaîne, je fais beaucoup de contenu échec. Je vais essayer évidemment plus tard de faire un petit peu de contenu voyage, design, photographie. Je vais essayer d'en parler un peu plus. Évidemment, ceux qui me suivent pour les échecs, restez ici parce qu'on va continuer à faire des vidéos échecs. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous du coup une bonne fin de journée ou plutôt une bonne journée si vous la commencez. Et puis à très bientôt. Salut!